Salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode de EON du Business Book GP, un podcast vous racontant l'histoire business d'une équipe ou d'une personnalité du monde de la Formule 1. Je vous souhaite une bonne écoute. Quand on parle de point de bascule, 2020, ça a été une véritable période de turbulence financière pour le groupe McLaren. On parlait même d'insolvabilité de la maison mère. L'écurie de F1, commençait à devenir vulnérable. La Covid a vraiment fait du mal. Il y avait donc urgence de conclure une vente ou surtout de trouver de l'argent frais. C'était hyper important à ce moment-là. Il fallait trouver 1 milliard d'ici la fin de l'année 2020. Sinon, McLaren disparaissait. C'était important parce que dans sa progression vers le haut de la grille de départ en F1, on n'a jamais vraiment parlé de vente. McLaren a toujours été ce modèle, comme on le verra, ultra solide, tellement avec un coup d'avance sur tout le monde. C'était donc très très surprenant d'entendre le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, parler de dire tout simplement que, en fin de compte, l'écurie, le groupe McLaren, luttait pour sa survie. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que finalement, toutes les images d'Épinal qu'on peut avoir, ça reste des groupes ou plutôt effectivement des géants de papier. C'est difficile de penser à ce moment-là que McLaren, l'une des équipes, encore une fois, les plus anciennes, les plus grandes, les plus populaires aussi de la F1, et les plus influentes, comme on va le voir, en fait, tout simplement, était au bord de la fin, était au bord de disparaître. Au mois de décembre 2020, McLaren Racing a accepté un rachat de quasiment un peu plus de 200 millions d'euros par MSP Sports Capital, ce qui a donné au consortium américain une participation initiale de 15%, pouvant atteindre maximum 33% d'ici la fin 2022. Alors concrètement, il y a eu une première somme qui a été versée, on parlait à l'époque de à peu près 120 millions, et ensuite c'était deux tranches, on va dire, par la suite, deux tranches, une de 40 et une de 45, on va dire, millions de livres sterling, qui ont donc suivi sur la période 21-22 en fonction des besoins et des intérêts. C'était vraiment une situation particulière parce que en 2021, quasiment quelques mois plus tard, un an plus tard, McLaren est redevenu vainqueur de Grand Prix, avec Daniel Ricciardo au Grand Prix d'Italie, et avait même battu de justesse, se battait même avec Ferrari pour la 3e place du championnat du monde des constructeurs. On estime que c'était complètement fou par rapport à ce qui s'était passé, comme s'il y avait eu un pied sur l'accélérateur. En fait, il y a eu des grandes étapes qui ont été importantes. On en verra un petit peu plus tard. Il y a eu la séparation avec Honda, il y a eu le passage au moteur Renault, le retour du moteur Mercedes, l'embauche d'Andreas Seidel et de James Kay, et l'obtention du feu vert pour la construction d'une toute nouvelle soufflerie. Il y en avait pour 50 millions à l'époque. Mais en fait, en vrai, sans l'investissement de MSP, Zak Brown l'a quand même avoué, McLaren ne serait plus là. Et l'écurie était en bonne santé par la suite. Mais tout ceci, ce milliard, en fait, ça a été très important pour tout le monde. Parce que ça semble un peu exagéré d'en parler maintenant que l'équipe est championne du monde, mais c'est parce qu'en fait, McLaren a fait un bon travail en gardant le contrôle dans ces conflits, dans ces tiraillements de 2020.
même si le groupe était en difficulté, le fait que l'équipe semblait performer quand même un petit peu, et qu'elle cultivait son indépendance, quittant le Honda pour constructeur. Elle était très soutenue pour tout simplement avoir derrière un moteur Renault pendant 3 ans. Ben en fait, on estimait qu'elle pouvait s'en sortir. Après tout, en réponse à la pandémie de coronavirus, des licenciements ont eu lieu dans la division course, ainsi que même dans l'ensemble de l'entreprise, dans le cadre d'un effort massif qui était très très compréhensif à l'époque. L'entreprise, elle a bénéficié d'un afflux important de liquidités de la part du groupe Mumtakalak de Bahreïn. Alors je précise, c'est la dernière fois que je prononce ce nom, puisqu'il est absolument imprononçable, donc on dira l'actionnaire majoritaire du Bahreïn, en obtenant un prêt de 150 millions de dollars auprès de la Banque nationale du Bahreïn pour endiguer dans un premier temps la vague. Les 150 millions vont se transformer même en 500 millions à la fin. Il y a eu aussi l'accord, donc, comme on l'a vu, avec MSP, qui a permis d'obtenir à peu près 200 millions de dollars. Il y a eu aussi la vente du siège emblématique de McLaren à Woking, qui a été vendu, loué dans un cadre long terme. Il y en avait pour 200 millions. Le projet, cette usine Paragon, inaugurée par la reine en 2004, ça c'était vraiment un symbole de, de, de ce tournant et du fait que cette usine, on se disait, mais c'était fini. McLaren a vendu son usine. Et puis il y a eu la vente de la division aussi euh, applications technologiques, à peu près autour de 200 millions, même s'il n'y a pas en fait de détails précis. Mais étant donné que c'était un projet qui embauchait 520 personnes, étant donné que Williams avait vendu sa division quasiment dans les mêmes périodes, on pouvait estimer que les prix étaient à peu près similaires fondamentalement. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le monde de l'entreprise, c'est presque impossible de distinguer des problèmes spécifiques de la pandémie à l'époque d'un malaise commercial plus profond. Par exemple, souvenons-nous, faisons un bond en arrière. La fermeture de l'usine pendant le confinement a entraîné une pause dans la construction de la soufflerie et même du simulateur qui était en cours de rénovation. Mais elle n'a pas repris dès que l'équipe de F1 a repris le travail. C'était un indice des complications qui commençaient à intervenir auprès de McLaren. Et donc tout ceci a provoqué la chute. Encore et encore et encore et encore et encore. C'était même assez grave. On s'en rendait même pas compte. C'était vraiment quelque chose de très très grave. Et quand il y a eu l'analyse de l'étendue des problèmes, ben c'est là qu'en fait on s'est rendu compte que la communication de l'écurie devait être dans la transparence. C'était important puisqu'on commençait déjà, voilà, la presse, les médias commençaient à pointer du doigt les difficultés en fait du groupe McLaren à cette époque-là. Par contre, ce qui était important, c'était que même s'il y avait des problèmes au niveau du groupe, il était bien conscient que les défis financiers, en fait, allaient se répercuter sur l'équipe de F1. Donc Zak Brown ne voulait pas que l'équipe de course perde sa concentration, son élan, et qu'elle soit préoccupée par quelque chose qui était finalement hors de son contrôle. C'était donc en fait un poids qui était très important, qui était sur les épaules de toute la direction de l'écurie à cette époque-là, parce qu'en fait tout le monde était conscient de la nécessité de maintenir l'élan, l'enthousiasme, l'excitation de ce début de cette nouvelle saison 2020 et préparer la prochaine. Et c'était plutôt très difficile, parce qu'en fait, quand on est à la tête d'une équipe comme ça, de 1000 personnes, on est souvent très isolé. Et en fait, on s'inquiète de choses qui n'ont pas vraiment d'influence. On est même souvent
vous savez, quand on est en colère, la plupart du temps, là, les gens étaient en colère, des sponsors ont dit, bah, finalement, je continue pas, ou je doute. C'était très difficile parce que rien n'était contrôlable à ce moment-là, en fait, précisément. Et le fait que la confiance ça soit installée dans le projet collectif à Woking, finalement, on peut dire que le résultat a été très bon. Et MSP, l'investissement, ça a été 6 mois de travail pour Zach Brown. Et on peut quand même le dire que c'était hyper important, vraiment, de se rendre compte que c'était stratégique. Mais la réalité, c'est qu'en 2020, le modèle tel qu'il avait été bâti depuis plus d'une décennie, eh ben en fait, ça a montré que l'ensemble était fragile. Même si c'était sur la bonne voie, même si les actionnaires effectivement savaient, ils étaient là, ben en fait, ça restait fragile. Et ça, c'était une grande leçon. Et ce qui était important, c'était de trouver l'équilibre entre se donner à fond et lutter pour sa survie, euh, sans que tout le monde puisse voir et le sache. Ça, c'était le grand projet, le grand investissement et le grand plan de Zach Brown. Et puis, en parallèle, le groupe McLaren s'efforce d'améliorer sa situation. Une nouvelle organisation s'est mise en place juste après la pandémie. Il y a eu effectivement voilà, le fait que McLaren retrouve un niveau de ressources financières au niveau de son équipe, euh, ben, ça a été plutôt extrêmement important. C'était McLaren en 2021, rentre dans les top 4 des plus richement dotés, derrière Mercedes, Ferrari et Red Bull. Et c'est ça, c'est très important. Ça a permis cet épisode de la Covid, cette chute qui a été endiguée, ça a tout simplement permis en fait à McLaren d'entrer en toute confiance dans une nouvelle ère pour elle. Ça lui a permis d'avoir des arguments en faveur d'une fin d'exil, finalement, une espèce de no man's land auquel elle naviguait depuis 2013, pour la rendre plus forte. Elle aurait pu arriver à ce niveau-là s'il n'y avait pas eu la pandémie. Mais en fait, la vérité, c'est que les chances que cela se produise, ça aurait été finalement assez simple. Lorsque Zach Brown arrive chez McLaren, nous sommes en fin de saison 2016. C'est un petit peu une fin douloureuse pour Ron Dennis, qui avait un petit peu rapidement repris à partir de 2015. Ron Dennis avait présenté un projet de reprise d'investisseurs chinois. On était sur un peu une logique de confiance, mais c'était surtout le véritable problème, c'est que les actionnaires historiques en fait de McLaren à cette époque-là on se sont rendu compte que oui, la course à l'argent était une solution, mais surtout comment on le dépensait, ça n'avait pas de résultat sur la piste. Pendant 6 mois, il y a eu une discussion avec Zach Brown. Et Zach Brown, il avait deux choix. Zach Brown, c'est un personnage qui est connu dans le paddock. C'est un personnage qui, via Just Sport, était un chasseur de sponsors connu depuis une vingtaine d'années à peu près dans le paddock. Au niveau de la course automobile, un peu plus de 10 ans au niveau de la F1. Il avait souvent un portefeuille au niveau F1 qui tournait entre 40 et 50 millions de sponsors qu'il gérait pour d'autres écuries. C'était déjà quelqu'un qui avait travaillé, par exemple, avec McLaren. Souvenez-vous, en 2006, Emirates, hein, que vous avez sur les ailerons avant et arrière des McLaren,
ben c'était lui qui avait démarché ce sponsoring à 25 millions à l'époque. Donc c'était quelqu'un qui était un chasseur de partenariat entre les États-Unis, la F1, quelqu'un qui vit en Floride principalement, quelqu'un qui a investi dans les médias aussi pendant un petit moment. Bref, c'était un personnage connu. C'était pas un inconnu. Et d'ailleurs, Liberty Media commençait à songer fortement à lui pour remplacer Bernie Ecclestone à l'horizon 2017-2018. Il a vendu ses parts de son agence, ça lui a permis de gagner à peu près entre 100 et 200 millions de dollars à cette époque-là. Et le choix se porte, on est au mois de décembre 2016, c'est McLaren. Et il décide de signer un contrat avec McLaren, et ce contrat McLaren étonne un petit peu tout le monde parce que le personnage en lui-même, ben, il est un peu nouveau, en fait, dans le paddock. Est-ce qu'il aura-t-il les capacités de remplacer Ron Dennis, le grand Ron Dennis? Ben, il y a beaucoup d'interrogations, en fait, en vrai. Et ce qui est très intéressant dans le mode de fonctionnement de Zak Brown, c'est qu'il va pas du tout faire ce qu'on a attendu de lui. Et ça va être un modèle pour toute la suite qui va se passer. Vous savez, quand on prend une écurie, la plupart du temps, les nouveaux teams principaux, ce qu'ils font, c'est que pendant 3 mois, ils annoncent à leur direction, leurs actionnaires, qu'en réalité, ils vont étudier l'écurie, trouver les points faibles et proposer un plan. C'est pas du tout ce qu'a fait Zak Brown. Zak Brown, durant ces 3 mois, il a voulu déjà immédiatement mettre sa patte. Mais attention, il a commencé à mettre sa patte avec son domaine de prédilection qui était le marketing. Premièrement, la couleur, à ce moment-là, des McLaren a été annoncée. Le retour à l'orange. Ça, c'était quelque chose de fort. Premièrement. Deuxièmement, ça a été la renomination des McLaren. Avant, c'était des MP4, c'est devenu des MCL. Et ça, c'était aussi un grand marqueur culturel. Et troisièmement, eh ben en fait, Zak Brown a beaucoup communiqué au tout début, pendant les 3 premiers mois, et même pendant quasiment un an, sur le fait d'aller démarcher un sponsor principal, autour de 60-70 millions à l'époque par an, parce qu'il estimait que McLaren, c'était effectivement extrêmement important. Et cette partie-là, ça a été le premier effet. Et il y a eu le deuxième effet, au bout des 3 mois, la grande surprise, ça a été l'implication de McLaren avec Fernando Alonso, et bien tout simplement aux 500 miles d'Indianapolis 2017. Partenariat avec Andretti. Et en fait, ça a été un petit peu une surprise, mais on va expliquer qu'en fait, finalement, ça faisait partie d'un vrai projet dans l'ensemble. En fait, à 21 tours pardon, de l'arrivée des 500 miles, en fait, le moteur Honda s'est arrêté dans la monoplace orange de Fernando Alonso. Et en fait, à ce moment-là, le double champion du monde de F1 était dans le top 10. Il visait même la victoire, il avait même mené des tours, mais tout ça, c'était en vain. Il faut savoir une chose, c'est que à ce moment précis, l'opération en elle-même, elle a été fortement critiquée, hein. C'était une opération de communication, mais finalement, on va voir que ça a été une véritable réussite médiatique. Ça a surtout démontré, en fait, l'une des doctrines importantes de Zak Brown, c'était que pour lui, le sponsoring, le partenariat, c'est surtout encore et toujours une affaire de visibilité. Alors, en fait, pour lui, d'un point de vue commercial, c'était important d'offrir aux partenaires la publicité qui a été promis. Ben oui, parce que McLaren, naviguant à la 7e, 8e place du championnat des constructeurs, propulsé par un moteur Honda, cette association McLaren-Honda, annoncée en 2015 comme étant l'héritage du passé glorieux, ben finalement ça a fait un peu flop, et pour les sponsors qui avaient fortement investi dans l'ère précédente de Ron Dennis,
ou même les nouveaux qui sont venus à partir de Zak Brown gentiment ce début d'année 2017, eh ben, ce qui était important, c'était que la participation de Fernando Alonso aux 500 miles d'Indianapolis, c'était et même le retour de Jenson Button à sa place hein, dans la McLaren au Grand Prix de Monaco de F1, eh ben, ce qui était important, c'est que c'était un double coup médiatique. C'était une opération qui a, au global, rapporté 100 millions d'euros de retombées médiatiques pour un investissement qui était à peu près autour de entre 6 et 8 millions au total. Et en fait, ce qui était important dans cette phrase en fait de Zak Brown, justement, d'un point de vue commercial, c'était important d'offrir aux partenaires de la publicité qu'on leur avait promis, et ben c'était que contrairement au discours de bonnes intentions sur le sponsoring, ben en fait, ça reste une affaire de visibilité. Et surtout lorsqu'on affiche le logo sur la voiture. Parce que pendant une décennie, ben, les directeurs marketing, ils ont toujours indiqué que l'époque où on plaçait un logo sur une voiture uniquement pour la visibilité, ben, c'était révolu. On a entendu ce discours-là pendant 10 ans. Et ça expliquait même que désormais le monde était complexe et que la marque partenaire, elle était très exigeante. Mais en fait, finalement, Zak Brown est revenu à quelque chose de beaucoup plus simple parce qu'il montre simplement que 75% du contrat de sponsoring, bah, c'est de la visibilité et que le reste, eh ben, c'est de l'emballage. Et c'est pas si important que ça. En fait, la visibilité, ça fait tout. Être visible, c'est tout simplement le plus possible, être visible le plus possible, même lorsqu'on ne gagne pas, eh ben c'est ça toute l'opération. McLaren, Alonso, Button, et ça a été une réussite. Et en fait, le projet de McLaren, à ce moment-là, on est en mois de mai 2017, c'était, ça résultait en fait de l'évolution ultime des équipes qu'on avait entrevues précédemment. Ah oui, en fait, les équipes, elles étaient en train de produire du contenu pour les médias, des contenus vidéo, des annonces, des photos. Ben, en fait, la prise d'espace, elle devient massive. Et relayée par les réseaux sociaux, qui de se professionnaliser de plus en plus, eh ben, l'impact devient de plus en plus important. Et ça prend même plus le pas sur la télévision. En fait, le petit écran, dans l'univers de Zak Brown, appuie le propos, mais ne permet pas de raconter une histoire pour séduire les sponsors. En fait, le petit écran, dans l'univers de Zak Brown, expose. C'est tout. Et cette opération Indianapolis a quand même permis à Zak Brown de discuter avec Fernando Alonso en 2017 de l'opportunité d'une prolongation de contrat. Et ça, c'était très intéressant parce qu'on voit aussi la modélisation qui va se passer sur la négociation. L'idée, c'était de finaliser un accord assez innovant dans l'esprit de Zak Brown à ce moment-là. Et si l'aspect salaire du pilote espagnol, c'était au centre en fait de l'investissement, ben en fait c'était l'investissement de sa marque Kimoa, qui était désormais devenu stratégique et liant les deux parties pendant un moment. Parce que, en fait, bon, le salaire en lui-même n'avait pas vraiment d'importance. On parlait de 12 millions à l'époque, avec des primes. Mais il semble entendu qu'en fait, qu'il y a eu un deal McLaren-Kimoa d'une hauteur de 20 millions d'euros qui a été signé, en fait, sous la forme de cash et d'exposition médiatique. En fait, le cash a permis de lancer le projet, qui a beaucoup, vraiment, beaucoup généré d'intérêt et de visibilité sur l'aileron arrière. Et ça dépassait le cadre simplement de la marque de vêtements. C'était très intéressant parce que à ce moment-là, en fait, l'ambition euh, de cet investissement qu'il y a eu avec McLaren, cette exposition, bah, tout simplement, ça a permis à Fernando Alonso de devenir ce que Zak Brown a mis en place comme étant un pilote global. En fait, la participation d'Alonso au 500 miles d'Indianapolis en 2017 a posé la première pierre vers un projet nouveau. Il y a eu sa victoire aux 24 heures du Mans en 2018 avec Toyota qui s'inscrit en fait dans cette logique également. Et en fait, il y a eu l'aventure F1 du double champion du monde. Il a été en 2005 et 2006 avec justement Renault. Et en fait, l'équipe de Woking en a fait son principal vecteur d'exposition médiatique dans le monde,
avec l'objectif d'être le premier pilote de l'ère moderne depuis Graham Hill à remporter tout simplement la triple couronne, les 500 miles, les 24 heures du Mans et le titre de champion du monde de Formule 1. Et en fait, c'est très intéressant parce que dans le modèle économique qui s'était mis en place, euh, le business de Fernando Alonso autour de cette marque Kimoa pouvait rapporter 100 milliards d'euros d'ici 2025. Et donc, une bonne partie pouvait aller en retour à McLaren à cette époque-là. En fait, cet épisode autour de Fernando Alonso, ça a été la marqueur en fait de l'arrivée de Zak Brown, qui voulait en fait construire une nouvelle image de McLaren. Et ça, c'était important. Et entre 81 et 2016, comme on va le voir, l'image de McLaren, c'était une équipe, un top team, puissant en termes de palmarès, financièrement. Elle était surtout, avec l'image de Ron Dennis, constamment tournée vers le futur. Ça a fonctionné pendant longtemps pour séduire des partenaires financiers. Il y avait eu le fait de transformer, en termes de marketing, McLaren, à partir de 2015, en plateforme de luxe. En fait, c'est une stratégie qui misait sur les récentes évolutions du groupe de devenir un constructeur de supercars. Mais en fait finalement, ça n'a pas vraiment fonctionné. Ainsi, la direction de l'équipe a décidé de remercier Ron Dennis et de lancer une nouvelle stratégie, justement avec l'arrivée de Zak Brown. Et là où ça devient intéressant, c'est que Brown a décidé de, comme on l'a vu, de changer les couleurs, changer le nom, encore une fois, et surtout de décider de remplacer le moteur Honda par un Renault en 2018, 2019 et 2020, avec un contrat de 3 ans de fourniture. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était important parce que c'était un vrai marqueur, en fait. Et surtout, on était toujours en 2017. Et en 2017, il y a eu, en fin de saison, Zak Brown a surtout, en fait quelque chose qui était important, c'était de présenter son plan directeur. Et c'était un plan 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, l'objectif c'était de revenir au sommet à l'horizon 2022. Et en fait, l'image du passé de McLaren, c'était d'avoir participé à des compétitions américaines, comme on va le voir. La participation aux 24 heures de Daytona 2018 de Fernando Alonso, ça fait écho à ça. Et c'est plus vraiment la marque McLaren, mais son ambassadeur sur les circuits, en fait, qui fait l'image. Et Brown se souvient que l'équipe la plus médiatisée des années 90-2000, derrière Ferrari, c'était Jordan Grand Prix et sa couleur jaune. C'est pour ça que l'orange, effectivement, est revenu. Donc, la couleur orange d'un côté, Fernando Alonso de l'autre, c'était les avatars, entre guillemets, de ce qu'on avait vu précédemment. Et c'est ça qui est devenu intéressant, c'est que en réalité, eh ben, pour cette première année de présence chez McLaren, Zak Brown, en fait, a pris le temps. Comme on l'a dit précédemment, généralement, on met 3 mois, les 100 premiers jours pour faire. Zak Brown a mis quasiment un an. Il a eu un an et son projet, en fait, s'est construit de manière vraiment progressif, dans le sens où il a d'abord fait des changements, comme on l'a vu, qui étaient l'ordre tout simplement marketing. Ça a juste été ça. Ensuite, il a fait des changements durant les 3 mois où il a fait parler de McLaren, alors que sur la piste, il ne se passait pas grand-chose. Et enfin, structurellement, il annonçait le changement et la révolution, on va dire, de McLaren. Et bien seulement au bout de 9 mois de présence, en fait, à Woking. Et il y a eu c'est une révolution de palais, en fait. Ça a eu une raison, c'est qu'en fait, c'était la culture de l'entreprise. En fait, la culture de McLaren, c'était 3 piliers. Un pilier technique, un pilier pilote et un pilier de diversification. Il y a eu des départs en fin 2017 et finalement, un nouveau trio est arrivé en place. Zak Brown, qui prenait du galon, Gilles de Ferrand, Andrea Stella,
en fait, c'était une compétence qui ressemblait à un triumvirat, un management qui ressemble à celle de bien d'autres équipes à l'époque et qui faisait à ce moment-là rentrer dans le rang McLaren, qui était finalement une des rares équipes à avoir une organisation, un mode de fonctionnement qui était toujours, on en revient, tourné vers le futur, d'avoir un coup en avance. Donc pour parler effectivement du pilier technique, depuis 1981, l'introduction du châssis carbone, en fait, le pilier technique, c'était important parce que culturellement, le message de McLaren était de produire les meilleurs châssis du paddock. Et finalement, la piste a démontré que c'était pas le cas. En 2018, surtout avec un moteur Renault qui gagnait avec la Red Bull, tout simplement McLaren était un peu nulle part malgré la présence de Fernando Alonso. Et en réalité, l'équipe technique avait besoin d'avoir l'image d'un super pilote pour produire une monoplace dominatrice dans l'usine à Woking. Et c'est aussi cela l'un des aspects de la doctrine McLaren, c'était concevoir une monoplace qui domine et non qui simplement gagne des courses. Et ça, c'était aussi très important. Ça, c'était le premier volet de la construction. Ce qui était aussi important, c'était d'avoir un moteur compétitif derrière. Dans l'ère moderne, Zak Brown avait compris que avoir un moteur d'un constructeur spécifique, unique, ça pouvait être un avantage, mais c'était un énorme inconvénient. Et ça, tout simplement, c'est ce que McLaren a essayé de refaire. Et Zak Brown a compris qu'il fallait reconstruire l'aspect technique qui était important. Au côté pilote, c'était très intéressant parce que, comme on l'a vu, euh, le côté pilote, c'était de se baser sur des personnalités, des pilotes de talent, mais surtout des pilotes qui permettaient d'aller de l'avant. Mais c'était pas non plus des pilotes qui, une fois, c'était des pilotes, pardon, qui étaient importants parce que, en fait, finalement, une fois qu'ils partaient, tous, quand on voit Prost, Senna, Hakkinen, Raikkonen et tout ça, il y a eu un petit vide, finalement. Il y a eu un petit vide. Et ça, c'était l'identité même et c'était la base de la culture, en fait, McLaren. Parce que finalement, le retour de Niki Lauda, comme on le verra plus tard, et la signature surprise d'Alain Prost, on est en 1982 et en 1984, et ça reste les deux éléments de base de la culture de McLaren. Tout s'est construit autour de là. Et puis il y a eu le troisième pilier, c'était celui de la diversification. On le verra plus tard, il y a eu la diversification, c'était aussi important. Mais le problème de la diversification, c'est que tout simplement, ça a juste presque accéléré le déclin. Parce que c'était en fait finalement le vrai problème de fond. On se diversifie, c'est très bien d'un point de vue économique, mais d'un autre côté, le problème c'est que on se rend compte surtout qu'on disperse en fait des ressources et qu'on n'est pas nécessairement vraiment focus. Et en fait, on s'est rendu compte que les diversifications économiques, que ce soit à l'époque de Williams, Red Bull, McLaren, dans ces cas de présence, en fait, de ces années 2010, il y a eu un vrai impact. Donc en fait, il fallait un petit peu changer cette doctrine-là, ce pilier de diversification. Une fois qu'il y a eu ce projet cette analyse, il a fallu comprendre pour Zak Brown les trois étapes du déclin en fait de McLaren. Et ça c'était très intéressant parce qu'en fait il lui-même en a parlé en fait. Pour lui, pour Zak Brown, le déclin de McLaren a d'abord été dans son étape 1 un déclin au niveau marketing. À l'époque, McLaren avait à peu près 24 sponsors, 24 partenaires qui, en fait, donnaient à peu près 60 millions d'euros durant cette période-là, parce que c'était Honda qui était le partenaire majeur en 2015 et 2016.
En 2014, il y avait 22 partenaires qui déboursaient à peu près 70 millions et en 2012, il y en avait 25. Et puis en 2017, ça a été un peu la chute parce que en fait, il y en avait pour 24 partenaires toujours, mais 40 millions d'euros. Et en fait, le projet s'est construit un petit peu autour de ça, puisqu'en 2020, c'est là qu'on voit le modèle se mettre en place. Il y avait 42 partenaires pour 147,9 millions d'euros estimés. Et selon en fait le manager américain, ça provient d'une image distante, arrogante, donneur de leçons, d'une équipe qui en fait renvoyait ça à ses partenaires et qui a souvent provoqué en fait un non-renouvellement. L'étape 2, c'était aussi du coup le déclin sportif. Parce que effectivement, deuxième en 2011, troisième en 2012, l'équipe a petit à petit chutait à la cinquième place en 2013 et 2014, et puis sixième et neuvième entre 2015 et 2017. Finalement, il y avait un aspect qui était tellement aléatoire sur les résultats de l'équipe McLaren qu'elle n'a absolument pas bâti de stabilité, puis une vraie plateforme de développement de la performance sur la piste. Et ça s'est ressenti dans l'ambiance, en fait, dans l'usine. Tout le monde était sous pression des résultats et chaque année était une nouvelle année avec un nouveau design qui remplissait encore une fois l'ancienne doctrine, ce qui signifie qu'en fait l'équipe était en retard et elles imitaient plutôt les autres pour revenir. Et enfin, la troisième étape du déclin, c'est un déclin relationnel entre ces actionnaires. Parce qu'en fait, c'était vraiment la dernière étape. En 2014-2016, l'investisseur du Bahreïn a garanti des prêts pour combler le déficit marketing de l'équipe à ce moment-là. On parlait de c'était 100 millions par an. Ron Dennis avait été contraint face à la pression et la prise de position de son actionnaire, finalement de rendre son poste. Et c'est souvent le dernier fusible qui saute avec le temps. C'est le côté, effectivement, l'actionnaire qui craque et qui arrête. Donc ça, c'est très intéressant, parce que Zak Brown, on voit dans son modèle d'analyse que finalement, il a consacré son année 2017 à la fois comprendre et à la fois, dans son diagnostic, de résoudre effectivement le problème. Et si pendant une année, Zak Brown a beaucoup parlé de signer un gros sponsor, en fait, finalement, le modèle a commencé un petit peu à... Le modèle a commencé à changer. C'est-à-dire que Zak Brown s'était rendu compte que finalement, il fallait changer de modèle. Il fallait changer vraiment de modèle. Et là où ça devient très intéressant, c'est qu'on voit dans cette évolution en fait du marketing tel qu'il s'était mis en place. Entre mi-2017 et fin 2018, on était sur la culture fondatrice. En fait, l'arrivée de Zak Brown, ça a été la refonte du marketing de l'équipe, passant d'une plateforme de luxe à générateur de sponsoring qui pendant ce cycle-là. Les couleurs de la voiture, on l'a vu, ont changé et surtout, on est revenu en fait aux couleurs d'avant. En parallèle, tout simplement l'équipe marketing de McLaren, elle s'est activée en fait sur cette démarche. Et finalement, c'est sa stratégie d'acquisition qui a été très intéressante parce qu'elle a été, dans cette période-là, avant la Covid, principalement activée autour de deux leviers. Le premier levier, c'était via sa filiale euh, Sciences appliquées. En fait, c'était comme un retour d'expérience et de développement de plus-value économique. C'était très intéressant, par exemple, dans la signature avec Unilever, à ce moment-là, qui était juste dans une stratégie d'exposition avec Lotus et Williams. McLaren signe avec Unilever, principalement sur la base du projet de la filiale Sciences Appliquées. Pardon.
Alors, c'est pas une révolution en soi, hein, d'accord? En 2013, McLaren avait fait la même chose à l'époque avec son principal partenaire à l'époque, et mais c'était quasiment un coup unique, on va dire, dans l'ensemble. Et ça, c'était, on va dire, un modèle qui va servir. Donc en fait, Zak Brown va, dans un premier temps, surtout, on va dire, mettre en avant, on va dire, dans cette stratégie d'acquisition, bah, en fait, ses points forts. Et surtout, on l'a vu en 2017, c'était la diversification au niveau de l'impact médiatique. C'est la présence de Fernando Alonso qui était hyper importante, et les 500 miles en fait d'Indianapolis dans un deuxième temps, l'application. Ça, c'était ultra important à cette époque-là. Et puis surtout, le deuxième modèle d'acquisition de Zak Brown avec McLaren, c'était surtout basé pour les fans, en direction des fans. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Zak Brown, en fait, avait dit, finalement, c'est le nombre de sponsors qui compte. Le nombre de sponsors présents sur la voiture, dans le portfolio, etc. Et en misant principalement sa stratégie sur le fait d'avoir des sponsors autour, voilà, on va dire de 10, 15, 20, 30 millions, c'était ça qui était le plus important. Mais ce qui était la base, c'était les fans. Donc déjà, c'était important de construire une base fan pour McLaren afin de séduire des partenaires. Et c'était très intéressant, c'est la société de mobile chinoise, en fait, OnePlus. Et ça, c'était ce modèle-là, c'était intéressant parce que on fait un bond en avant en juin 2020. Et en fait, la société chinoise, elle a confirmé en fait qu'elle avait mis fin à son partenariat avec l'équipe McLaren. Mais à l'époque, on n'expliquait pas vraiment la raison. Il y avait deux téléphones qui ont été vendus en édition limitée. Et finalement, ça n'a pas été à la hauteur. Et bah, tout simplement de ce qui avait été souhaité, entre guillemets, à ce moment-là. Alors tout simplement pourquoi ce type de projet qui s'adressait en fait à des fans, c'était simplement, c'était souhaiter miser sur la vitesse, maximiser sur l'aspect de la communauté, qui était la force majeure en fait de la marque chinoise. OnePlus et McLaren, en fait, sur le papier, ça pouvait rencontrer ben, du succès. À l'époque, la start-up chinoise, elle visait 1 milliard de chiffre d'affaires et 2 milliards en 2020. Et l'accord, ça devait rapporter 15 millions d'euros par an à McLaren, à peu près 150 millions d'euros pour OnePlus, et surtout 250 000 exemplaires environ sur les produits dérivés. C'était un beau projet qui pouvait que progresser avec un modèle économique tout puissant pour Woking. Mais la réalité, en fait, elle a frappé. C'est qu'à ce moment-là, Covid ou pas, ben McLaren n'a tout simplement eu aucune reconnaissance de sa marque. Et finalement, McLaren n'existe pas en dehors de la F1. Et ça a été un constat cruel pour Zak Brown. C'est que parce que OnePlus misait beaucoup sur son accord pour investir sur le marché européen, puis elle a décidé de faire marche arrière en fait en avril avec 80% de réduction effectivement de son impact marketing. C'était déjà un signe à ce moment-là, et on voit bien que bah, elle a commencé, l'entreprise a préféré effectivement investir sur le marché indien à cette époque-là. Et ce modèle, euh, c'est tout simplement, c'est devenu une sorte de pragmatisme. Parce qu'en fait, en 2020, ce- cette saison particulière comme on l'a vu, il y avait une vraie dynamique sur la piste à l'époque. Et surtout, ça se traduisait par son modèle économique. Donc McLaren était très novatrice, elle avait modifié son approche générale et qui était basée précisément sur l'exclusivité. Et cette période de redressement, en fait, c'était l'idée qu'il fallait ben, tout simplement, il fallait développer, comme on l'a dit, le sponsoring différemment. Et Zak Brown, en fait, il a changé l'approche. Il s'est inspiré un peu de Williams, un peu de Lotus, un petit peu de tout le monde, en fait, au tout début, dans cette première phase.
l'idée, c'était de signer plusieurs partenaires moins importants financièrement, mais permettant de garantir en fait un budget. Et c'est pour ça qu'il est passé à peu près d'une vingtaine, 24 partenaires, et en fait en 2020, ils sont montés à plus de 40. Donc la signature à l'époque de Gulf, de British American Tobacco, dernièrement, c'était en 2020, ça a permis d'obtenir d'importants investissements. Et puis, cette stratégie, en fait, elle avait porté ses fruits, en fait, par le passé. Mais il fallait respecter un cycle. Et c'était surtout le cycle des résultats, en fait, en course. Car la deuxième phase du projet, qui devait se dérouler entre 2019 et fin 2020, c'était la réinterprétation de l'image produit en marque. Alors ça veut dire quoi concrètement? Que si en 2018 les résultats ont été moyens pour McLaren, 2019 et 2020 ont été nettement meilleurs. En parallèle, le marketing de l'équipe a construit une offre d'accompagnement à la croissance pour l'acquisition de ses sponsors, comme on l'a vu, abandonnant la doctrine précédente d'exclusivité pour le nombre. Et là surtout la valeur ajoutée. Les signatures, comme cité précédemment, de British American Tobacco, sous le label Better Tomorrow, a introduit, et l'introduction à hauteur de 33% de MSP Sport, comme on a vu au tout début, sont des signes de développement, en fait, finalement, de la marque. Tout comme l'introduction d'un nouvel organigramme, avec une organisation bicéphale, avec d'un côté un directeur technique et d'un management, dirigé principalement au quotidien. Et ça définit en fait un nouveau plan d'investissement sportif, la création de la soufflerie. Petit à petit, l'équipe reprenait son image inspiratrice, c'était l'image fondatrice. Et ce qui était très intéressant, c'est que cette image fondatrice, elle s'efface au profit d'une redéfinition en fait de son histoire moderne. L'histoire en fait simplement de Ron Dennis, comme on l'a vu précédemment et comme on le verra par la suite. En fait, ce cycle, il a été un petit peu plus long que prévu parce que la pandémie de Covid-19 a véritablement retardé le processus. Et ça, c'est très important parce que, en réalité, le plan stratégique a commencé un petit peu à changer à ce moment vraiment, 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 vraiment précis. Le plan de 5 ans devait se terminer en 2022. Et en 2020, c'est un petit peu la douche froide. Certes, effectivement, économiquement, il y avait des bons résultats. Certes, effectivement, ce qui était important pour Zak Brown, c'était de nous expliquer tout simplement que il fallait une nouvelle doctrine investissant. C'est une des rares équipes qui a fortement investi dans son outil marketing, hein. Il y a 74 personnes qui travaillaient dans l'unité marketing, alors que d'autres équipes à cette époque-là, on n'était même pas une vingtaine ou une trentaine. Donc c'était quand même important. Et pour lui, ce qui était important, c'était tout simplement de se dire qu'il fallait revenir tout simplement au fait que la F1, elle excelle à rendre des logos très visibles pour des centaines de millions de personnes. Mais en fait, finalement, le produit, l'entreprise, la marque n'était pas vraiment connue. Et c'est ça qui était important. La Formule 1 vendait principalement en fait de l'exposition. Et aujourd'hui, tout est une question de contenu. Et Zak Brown a constaté en 2020 que les entreprises qui veulent devenir célèbres du jour au lendemain sont celles qui réalisent la plupart du temps des dépenses de sponsoring les plus importantes. Et il a misé là-dessus. Il a misé sur des startups, il a misé sur des entreprises qui avaient entre 5 et 10 ans d'existence pour tout simplement proposer un vrai impact, leur permettre de croître rapidement du jour au lendemain grâce effectivement tout simplement à une exposition médiatique. Il exposait aussi le fait que ces entreprises pouvaient rentrer en bourse et être sponsors en F1, ce qui leur permettait effectivement d'avoir une double croissance. Et tout ça, ça a été effectivement cette implication a
a été, comment dirais-je, la doctrine majeure de McLaren, c'était que son acquisition de sponsoring à cette époque-là, en cette année 2020, charnière pour l'écurie, c'était que la vague de sponsoring était moins sectorielle, l'acquisition, et davantage axée sur des stades d'évolution des entreprises. Et en fait, Zach Brown estimait qu'il voyait des entreprises qui souhaitaient se faire connaître rapidement à l'échelle mondiale, et finalement, c'est celle qui arrivait. Et il a misé beaucoup là-dessus. Et ça s'est confirmé, parce que l'image de marque était le troisième axe du plan jusqu'à mi-2022 dans le plan initial. Et la signature de Daniel Ricciardo comme équipier de Lando Norris, de la fourniture du moteur Mercedes-Benz en 2021, ont été vraiment les événements majeurs vus par tout le monde. Le pilote australien, c'était le symbole des ambitions nouvelles, c'était un vainqueur de Grand Prix. Et il y avait l'introduction du moteur allemand, qui finalement retrouvait le passé entre la période glorieuse de 95 jusqu'à 2014 et les titres. C'était surtout une association avec le meilleur moteur de F1 du moment. Côté marketing, on en vient à ce que je viens d'expliquer, c'est que y a eu la vente de la filiale d'applications avancées et la construction d'une stratégie multisport destinée à augmenter, devenir le Disney, on va dire, du sport automobile, pour augmenter non plus la visibilité pour des sponsors, mais de maximiser l'impact médiatique de la marque McLaren en occupant l'espace toute une année. Et c'est là que c'est intéressant, parce que McLaren s'inspire de la stratégie de générateur de contenu du marketing relationnel moderne. Netflix, les influenceurs, tout ça. Et en fait, le plan de Zach Brown a commencé à se dévoiler. C'était la Disneyification de la marque McLaren, avec la création d'un univers unique dans le sport automobile. Et on se propulse, on est en 2022. Et en 2022, lors de la présentation F1, on découvre une application en IndyCar et on découvre une application en, dans cette formule d'Extreme E qui a été née dans les années 2020 à l'instigation de la FIA. Plus tard, McLaren va racheter l'écurie Mercedes de Formula E pour à peu près 9-10 millions d'euros, d'après les comptes, à ce moment précis. Mais ce qui était très important, comme on l'a vu dans le plan marketing, c'est-à-dire de 5 ans, qui devait accompagner cette hausse, d'abord la culture fondatrice, une réinterprétation de l'image produit en marque et l'image de marque, ça pouvait être effectivement quelque chose de faire, sauf que en fait, le début de saison 2022 de l'équipe a été décevant. Il y avait des problèmes techniques, l'équipe était en fond de grille, et c'était un véritable problème. Le plan n'était pas respecté, même si l'organisation, la culture de l'écurie a été changée. En fait, il y a eu un gros défaut qui a été mis par Andreas Seidel, c'était à cause de la Covid, une stratégie en fait de court terme qui a provoqué une baisse de régime en fait de McLaren. L'équipe, elle a estimé qu'elle avait tout pour réussir. Elle avait un bon moteur, Mercedes, un bon line-up de pilotes, puis une bonne approche technique. Et puis en fait, mais le plan n'a pas été respecté. Et c'est là que c'est devenu très intéressant parce qu'en fait, le plan stratégique de McLaren, c'était d'exploiter au maximum la réglementation précédente qui devait se terminer à l'époque en 2020 pour faire revenir l'équipe dans le top 4 en fait. C'était mission accomplie. Elle a permis de nouer de nouveaux accords commerciaux, elle a prolongé Lando Norris sur le long terme, elle a crédibilisé la marque McLaren. Euh, En fait, le passage en 2021 au moteur Mercedes, c'était pas un problème sur le papier, mais ça a surtout décalé une année
en fait l'équipe de Woking et c'était pas prévu dans le plan. À l'origine, la nouvelle réglementation devait entrer en 2021 et le plan estimait qu'en 2022, l'équipe pouvait gagner des victoires et se battre surtout pour le titre. Mais il faut tout reprendre à zéro pour 2022 et, et en fait, on se rend compte qu'en début cette année-là, l'équipe était au même niveau que 2018. Il fallait essayer de comprendre ses problèmes et remonter au classement par la suite. Et puis c'est à ce moment-là que finalement le pivotage s'est installé. La partie 2019-2021 avait été un succès comme on l'a vu, mais à partir de 2022, les dirigeants de McLaren ont décidé d'appliquer en fait finalement les mêmes recettes. Ils se sont dit, on va refaire la même chose. Exit Ricardo, place à Oscar Piastri, adieu James Kay et place à un collège dirigé désormais par Andrea Stella. Et surtout, la mise en place d'un nouveau plan de 3 saisons, 23, 24 et 25, afin de reproduire l'élan en fait, finalement de la période précédente. C'était un remake qui renforçait uniquement les points forts et sans rester focus sur les points faibles du projet et même de la structure organisationnelle. Et c'est à ce moment-là en fait que McLaren a abandonné le plan classique de 5 ans qu'on avait vu précédemment, 2018-2022, pour pivoter dès 2022 sur un plan un petit peu plus court terme, dont on avait critiqué juste à présent en 2020 justement son accélération, mais McLaren a épousé la brièveté des règlements techniques parce qu'en fait, elle s'est rendue compte que chaque changement technique faisait 4 à 5 ans. Et ça sert à rien de construire un plan sur le long terme, mais de miser sur ce qui fonctionnait jamais auparavant. C'est-à-dire qu'un plan de 3 ans reconductible à quasi l'identique et à chaque changement de règlement. L'innovation, elle passe par la réinterprétation du présent au lieu de se projeter vers le futur systématiquement. Et là, on en vient. C'était l'ultime pilier de McLaren qui a été touché. C'était une situation qu'à la contresens même de ce qu'était la Formule 1, depuis même 60 ans, et même de ce que faisait, on en revient, McLaren. Et du côté de McLaren, elle fait désormais, c'est devenu un élément de sa culture, en fait, d'entreprise, c'est que ce changement de réglementation en 2026 va introduire une adaptation du plan actuel à l'heure où beaucoup d'observateurs estiment par exemple que Lando Norris c'est le favori pour ce titre 2025. Donc il est facile de penser que dès 2027, selon la culture du plan McLaren, ça sera compétitif pour se battre pour un titre, alors que la saison 2026 sera peut-être un round d'observation, comme ça a été le cas en 2019, 2020, 2022, 2023. En fait, c'est un processus et c'est une expérience des plans précédents qui ont aidé à l'accélération du développement actuel. Toute la doctrine a changé. Zak Brown a fait confiance à Andrea Stella pour la partie purement organisationnelle. Et beaucoup de spécialistes estiment que la monoplace de 2024, elle n'avait rien de révolutionnaire, mais c'était une plateforme évolutive. Elle était à l'image de la machine de 2021. Et ce qui est très important, c'est que pendant longtemps, par l'inspiration de Ron Dennis d'une part, dans les années 80, qui a été repris par la suite par Jean Todt, Flavio Briatore, même les plans de 5 ans, c'était effectivement la norme. On a vu même Alpine qui tente effectivement de reproduire ce plan parce qu'il annonce des objectifs à l'horizon 2027 avec Briatore là dernièrement. En fait, la rhétorique est la même, mais la méthode c'est aussi la même. McLaren inspire avec Zak Brown en fait, elle s'inspire en fait de sa culture interne pour construire une ère nouvelle. Et ça commence effectivement à venir, et ça commence à avoir une grosse influence au niveau vraiment du paddock de F1. Un plan de 3 ans reconductible à l'infini. Un projet à succès, comme on le voit effectivement dans le classement actuel. Et en fait, c'était quelque chose qui était important pour Zak Brown, puisqu'il prend un des piliers importants de McLaren, son influence est de revenir sur la période la plus importante, la plus à succès de McLaren, l'époque de Ron Dennis.
Championne du monde des constructeurs en 2024, une première depuis 1998, le résultat est l'aboutissement d'une doctrine initiée par Zak Brown et qui remontait à 2017. Présentant son projet aux actionnaires, le manager américain exposait un plan de 5 ans pour améliorer la compétitivité de l'écurie. Et ça a été une réussite sportive et qui a pivoté en fait par la suite. Le concept, c'est de mettre en place une plateforme technique selon un cahier des charges précis, mais un plan technique vraiment global de l'écurie. Le plan de 2022-2024, c'est un avatar en fait du précédent, un concept qui inspire ses rivales dans le paddock. Adieu les planifications quinquennales comme on l'a vu et place effectivement à des plans court terme renouvelables. Concrètement, le bureau d'études se refuse à céder à l'innovation pour rattraper son retard à tout prix et espérer un gap de performance, comme cela avait été très souvent le cas chez McLaren dans le passé. Retour à l'époque des années 80 avec John Barnard. En parallèle de cette doctrine se construit une structure sous la direction d'Andrea Stella, une organisation qui s'inspire beaucoup de ce qu'avait réalisé David Richards avec Bar Honda à partir de 2002. Une organisation qui a permis de construire un programme entièrement tourné sur la recherche et développement. Ainsi, chaque division individuelle de conception des monoplaces a son programme interne de R&D, une approche qui renforce la doctrine court terme de l'équipe et renforce ses choix de développement et de son efficacité générale. Côté pilote, ce qui est intéressant, c'est que le duo Lando Norris et Oscar Piastri, tous deux vainqueurs en Grand Prix en 2024, c'est solide de par ses performances, mais peut-être un peu fragile de par l'entente. Ce qui était très intéressant, c'est de voir comment l'Oscar Piastri a été renouvelé et la doctrine de contrat qui a été signée à ce moment précis. McLaren, avec Zak Brown, signe des contrats en fait de 3 saisons. En réalité, c'est 2 saisons fermes avec le salaire équivalent et une troisième saison avec un salaire dit indicatif afin tout simplement de pouvoir discuter dans les négociations par la suite. C'est une manière, en fait, pour McLaren de se protéger d'un point de vue économique par rapport à ses concurrents, mais surtout ça lui permet de vraiment investir sur le futur et investir sur 2 jeunes pilotes, c'est très important. Lando Norris touche 30 millions d'euros et va continuer de toucher 30 millions d'euros, et Oscar Piastri va toucher 24 millions d'euros à compter de la saison prochaine, et ce qui est des sommes très importantes par rapport à la jeunesse. Côté marketing, la signature de Mastercard pour un total de 150 millions d'euros, en plus de compléter le portfolio de partenaires toujours aussi impressionnant, ça va permettre d'augmenter les ressources financières de l'écurie. C'est un accord qui est dans l'aspiration de ce qui avait été signé avec le deal avec OKX et qui, en fait, intéressant à observer au niveau de son évolution financière. En parallèle, il y a Google, le groupe Alphabet, a également prolongé l'aventure, aussi à la hausse, et en fait, finalement, l'écurie est en bonne position pour l'avenir. Elle a quasiment presque une cinquantaine de partenaires, et un modèle qui a une petite particularité parce qu'il peine à être copié par d'autres écuries. Parce que c'est finalement assez complexe à mettre en place ce modèle marketing de multi-partenaires. Ce qui est intéressant est que malgré le turnover dans le personnel de la division marketing de l'équipe de Woking, l'ensemble est toujours en progrès. Car Zak Brown semble avoir inscrit des clauses de non-concurrence à son personnel marketing sortant. Ce qui évite en fait des transferts dans le paddock et démontre que l'aspect marketing est aussi une arme stratégique pour McLaren dans son développement futur. Alors la vraie question, c'est de savoir et après. Et après McLaren, c'est quoi? C'est là que ça devient intéressant parce que finalement, Zak Brown entretient l'histoire de l'équipe par rapport à ses influences de par ses 60 ans d'histoire. D'un point de vue marketing, on l'a vu, elle s'impose incontestablement comme étant le
l'un des gros leaders en la matière. D'un côté technique, elle s'impose aussi parce que finalement, elle souhaite euh, imposer un modèle qui inspire les autres. Donc maintenant, l'avenir, c'est quoi? On se rend compte que finalement, tout le travail depuis 2017 de Zak Brown, c'est de reconstruire l'image de McLaren et de faire rentrer McLaren définitivement au XXIe siècle pour lui permettre de faire rentrer l'équipe dans un cycle peut-être de 10 ou 20 ans d'influence, comme on l'a vu précédemment avec Ron Dennis. Peut-être qu'il y aura un plan de performance comme il y a eu. Peut-être que McLaren investira encore un peu plus dans de nouvelles méthodes de management. Peut- Peut-être effectivement que de nouvelles approches marketing se développeront encore et toujours. De toute façon, quoi qu'il en soit, l'avenir de McLaren est aujourd'hui assez radieux, plutôt positif. C'est redevenu une force majeure en fait du paddock, une écurie de pointe, et mais qui n'a plus l'image précédemment de rouleau compresseur en fait. Et ça, je pense que c'est le côté léger qui s'impose. Maintenant, est-ce que le modèle continuera? Je pense au modèle économique. Est-ce que ce modèle économique continuera de perdurer? Combien y aura-t-il de sponsors à terme? Peut-être 70. On n'en sait rien. Est-ce que les pilotes resteront? Quid effectivement du futur? C'est toujours pareil. Ça, c'est une vraie interrogation. Les titres, on va dire, peut-être s'enchaîneront, on n'en sait rien. Est-ce que McLaren tombera dans ses dérives aussi, de vouloir à tout prix être à l'avant-garde, comme on l'a vu dans la période de Ron Dennis? Est-ce que justement McLaren aura la force tout simplement de ne pas retomber dans ses travers sur un après, effectivement, Zak Brown? Tout ça, c'est des vraies questions. Il y a des vrais récits encore à raconter. Je pense qu'effectivement, McLaren est encore une équipe fragile parce qu'elle est encore sur des supports, on va dire, humains forts. Elle a besoin d'un leader fort pour pouvoir véritablement s'inscrire dans le présent et viser le futur, on va dire, mais non plus de viser le futur en continu, mais de viser le futur en tant qu'entité, en tant que vraiment structure forte. Je pense que c'est très important par la suite d'imposer peut-être un système. Peut-être que, mais la marque McLaren reste encore un peu fragile. C'est pas l'équivalent de Ferrari ou Mercedes. Il reste encore du travail à faire là-dessus. Peut-être qu'il y aura un travail à réaliser sur la marque automobile McLaren, qui n'a pas encore de modèle fort depuis la McLaren F1, ou peut-être de, voilà, peut-être la W1 qui a été présentée permettra de développer. Peut-être qu'un nouvel investissement dans le championnat hypercar en WEC, en 24 heures du Mans, rajoutera encore une fois de l'enthousiasme autour de la marque. Force est quand même de constater qu'aujourd'hui, les piliers abordés longuement dans ce podcast ont été incontestablement tous validés et qu'aujourd'hui, McLaren est redevenu, on va dire, une force. Et eh bien, tout simplement, on peut lui souhaiter une bonne vie. Eh bien voilà, j'espère que ce long podcast sur l'histoire économique de l'écurie McLaren vous a plu. Ça a été une longue préparation avec pas mal de documents, documents personnels et les archives économiques auprès de compagnies Aussies qui ont été effectivement qui ont permis la réalisation de ce podcast. Alors certes, effectivement, j'ai voulu faire un podcast plus naturel, dans le sens où on n'était pas vraiment dans quelque chose qui était écrit à l'avance, c'était quelque chose qui était plus de les mémoires en fait mises en place avec juste un système de bullet point. Donc j'espère que le système vous a plu, j'espère que vous avez appris énormément de choses.
encore une fois, parce que l'histoire est riche, 60 ans d'histoire, c'est quand même extrêmement important. Je vous donne rendez-vous dans un prochain podcast dans quelques mois, puisque l'objectif c'est de faire un par trimestre sur ce format-là. Je vous souhaite un très très bon début de saison, j'espère qu'il est à la hauteur de vos espérances, et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro de EON by businessbookgp.com.